Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Gabon Télévision. D'abord, cette audience que le Premier ministre, chef du gouvernement, Raymond Ndongsima, a accordée au directeur de l'Agence française de développement en fin de mandat dans notre pays. Des précisions dans ce compte rendu de Claudette Eoré, Richon, Patrick Demabio, Antonio Dibal de la primature. Rapport annuel des activités de l'Agence française de développement, deux symboles forts qui ont marqué la dernière rencontre entre le Premier ministre Raymond Ndongsima et le directeur de l'AFD au terme de ces 3 années d'exercice dans notre pays. C'était tout simplement de venir le saluer, puisque, comme vous le savez, au terme de mon mandat, je vais partir, je vais quitter mon poste ici au Gabon, et je suis venu, c'est tout naturel, et bien évidemment, faire un point, faire un bilan des activités du groupe AFD ici. Également redire toute la disponibilité qui était la nôtre à poursuivre les actions que nous avons entamées en faveur d'un Gabon plus industriel, plus vert et plus tourné vers les services. Et que dire alors de ce partenariat multiforme ? C'est finalement un partenariat riche, mais également dans une période qui est tout à fait singulière, qui est celle d'une mutation profonde du capital industriel, du capital humain, du capital environnemental du pays. Et donc toute la nécessité qu'il y a de recourir en fait à des outils, à de l'ingénierie, à de l'intelligence humaine tout simplement, pour faire en sorte que des bailleurs de fonds traditionnels, comme nous le sommes, comme l'AFD l'est, puissent continuer à vous accompagner dans les efforts qui sont les vôtres en matière d'investissement. François Parmentier, qui va désormais occuper d'autres fonctions au siège de l'institution en France, quitte le Gabon satisfait de l'avoir laissé en véritable mutation économique. Par ailleurs, dans le cadre de la mise en place des mesures de sécurisation et de renforcement des capacités dans le domaine maritime, une délégation gouvernementale s'est rendue dans la capitale économique du Gabon, Port-Gentil, en début de semaine, après évidemment les actes de piraterie enregistrés dans nos eaux territoriales. Ce sujet est proposé par nos confrères de Canal Delta. Dans le cadre d'une série de rencontres avec les opérateurs économiques, les armateurs, consigneurs à Port-Gentil, le gouvernement de la République gabonaise a dépêché ce lundi 22 juillet 2013 une délégation composée entre autres du ministre de la Défense nationale, notamment de l'Intérieur, des Transports. Objectif, trouver des stratégies sur la base de propositions concertées de chaque entité liée au domaine maritime gabonais pour ensemble combattre le problème majeur que représente la piraterie qui depuis une décennie semble troubler l'ordre établi de sécurisation dans le golfe de Guinée. L'État gabonais, par le biais de cette mission gouvernementale, a pu rassurer et apporter des pistes de solutions concrètes susceptibles d'asseoir un climat de confiance et de sérénité après les actes odieux de piraterie enregistrés dans les eaux territoriales du Gabon par de nouveaux acteurs du banditisme international. Nous travaillons avec les membres du gouvernement, donc ça veut dire que les propositions qui sont faites, elles nous sied à tous, aussi bien au gouvernement qu'aux sociétés pétrolières. Et puis, bon, il ne faut pas non plus qu'on crée une psychose particulière par rapport à cet acte-là. Nous le prenons en compte, le fait que ça s'est passé. Maintenant, il faut donner aussi un signal fort pour montrer que nos forces sont prêtes nos forces de sécurité sont prêtes à défendre le territoire, mais nous ne sommes pas en situation de guerre non plus. Après concertation et propositions en séance approfondie de travail avec les différentes couches à la fois techniques et stratégiques de la question maritime à Port-Gentil, la délégation ministérielle a confirmé l'importance de ces rencontres et les différents enjeux et résultats attendus à court, moyen et à long terme. Il s'agissait pour nous d'aller plus loin dans les échanges avec les différents opérateurs. Nous avons donc fait des réunions sectorielles et il s'agissait pour chacune des parties, donc les producteurs pétroliers d'une part, les transporteurs d'autre part et la Sogara en bout de course, de faire des propositions concrètes sur les modalités d'action pour une meilleure sécurisation de leur exploitation. Et c'est ce qui a été fait. Un accompagnement permanent et pérenne
telle est la position des pouvoirs publics, du ministère de la Défense et de l'Intérieur pour accompagner les producteurs. Donc une meilleure sécurisation des sites de production, une meilleure sécurisation des opérations de transport. Ça, c'est le premier axe. Et une meilleure coopération et une meilleure fluidité de l'information entre les différents intervenants. Les points focaux d'un côté comme de l'autre ont été précisés. Et enfin, une meilleure participation à la prise en charge des coûts sécuritaires. Et là, encore une fois, nous invitons tous les citoyens à être responsables de leur sécurité. L'information est de la responsabilité de tous. Et ensuite, maintenant, à partir d'une information pertinente, les pouvoirs publics peuvent agir avec efficacité. La question de la sécurisation des 800 km de côte que compte le Gabon est un sujet gouvernemental, mais aussi enregistré dans la participation de l'ensemble des acteurs opérant dans le domaine maritime et l'occupation de cet espace maritime gabonais. Ne pas tenir compte de l'existence du danger que représente la piraterie maritime serait accepter de subir le diktat du banditisme international. Vivement que des actes conséquents viennent renforcer les nombreux manquements présents dans ce domaine particulier, le domaine maritime. Nous restons à Port-Gentil pour quelques minutes pour suivre ensemble comment les nouveaux bacheliers ont été honorés par le gouverneur de la province de l'Ogooué-Maritime. Et pour ce reportage, voilà, nous retrouvons nos confrères de Canal Delta. Le gouverneur de la province de l'Ogooué-Maritime, Martin Bogi-Kouma, dans le cadre de son projet de vision pour l'éducation et la formation au Gabon, et en particulier dans sa province de fonction, a laissé ouvrir son cœur en vue de récompenser les méritants élèves et a obtenu les moyennes les meilleures au baccalauréat session 2013 dans l'Ogooué-Maritime. Parents, amis, enseignants, autorités et élèves ont effectué avec beaucoup d'émotion le déplacement du lycée Ambouré Joseph Avaro pour communier ensemble et vivre des moments forts dans cette initiative républicaine. Monsieur le gouverneur, l'honneur me choix de prendre la parole en cette circonstance en lieu et place de Mesdames, la directrice de l'Académie provinciale de l'Ogooué-Maritime et la directrice de zone académique Ogooué-Maritime, Moyen-Ogooué, toute en mission hors de la province. C'est dire, monsieur le gouverneur, combien votre présence ici et maintenant reste chargée indiscutablement d'innombrables symboles. L'autorité qui vient s'enquérir de la fin du processus des examens et l'hôtel qui vient congratuler ceux qui ont réussi et prodiguer de sages conseils aux autres candidats qui attendront de pied ferme l'année prochaine. Dans tous les cas, monsieur le gouverneur, chers élèves, chacun y trouvera son compte à coup sûr. Martin Bogi-Kouma, là, a dit toute sa joie en ce jour solennel et a encouragé les jeunes bacheliers à encore faire mieux au profit du Gabon, notre nation. Je tenu à remercier toutes ces personnes qui sont derrière moi ici, dans le cadre de cette cérémonie de joie, bien sûr, de réconfort pour les échoués. Et dire merci particulièrement aux parents, mes frères et sœurs qui sont sur l'estrade là-bas. Merci d'être venus. Je comprends leur foi et on va parler de l'autre. Je voudrais, avant de commencer, féliciter toute l'équipe qui a organisé le déroulement des épreuves du baccalauréat dans le coin de l'Ogooué-Maritime, particulièrement donc M. Gaston Kantoubou, votre papa qui est là, qui est donc le directeur de l'académie provinciale de l'Ogooué. J'ai senti ta touche, la rigueur nécessaire, et je voudrais aussi profiter à remercier les forces de sécurité qui ont travaillé, qui ont aidé à travailler dans ce cadre-là de l'organisation. Les choses se sont bien passées. Vous n'avez pas tué vos pères et vos mères pour vous. N'est-ce pas? Donc, les choses ont été claires. Ce matin, il y a eu donc, la dernière délibération, le dernier verdict. C'était clair. Il y en a qui sont passés.
D'autres, malheureusement, sont révélés. À l'endroit de ceux-là, je voudrais leur adresser tous mes encouragements. À chacun son tour. Tout le monde ne peut pas avoir le même jour. Tout le monde ne peut pas avoir la même note. Il y a des circonstances qui ont fait en sorte que même les meilleurs parmi vous ratent le bac. Donc vous voyez que le bac, c'est le mérite. Le bac, ce n'est pas les petites combines. Sinon, les petites combines pourraient commencer par le gouverneur. Et ça, c'est pas bon. C'est une remise de prix à l'excellence pour récompenser l'élite port-gentillaise et marigovéenne en général, qui sera sans se tromper l'avenir d'un Gabon plus compétitif et mieux formé pour atteindre les objectifs attendus par ce pays riche d'Afrique centrale. Martin Bogikouma, homme plein d'énergie, a aussi remercié et encouragé parents, enseignants et responsables d'établissements pour ce travail collectif, celui de toute une province, la province de l'Ogooué-Maritime. Nous revenons à Libreville avec ce communiqué de presse de secrétaire permanent de Gabon à Indépendance, président du Comité national des fêtes, M. Pascal Yama Lendoy, informe les responsables des administrations publiques et privées, les auxiliaires de commandement, les opérateurs économiques et l'ensemble des populations résidant sur les axes suivants. Stade Ngondje, aéroport, lycée Paul Ndjenjengunju, lycée Léomba, Gabon Expo, c'est cadeau géant, place de l'Indépendance, glace, marché d'Oloumi, échangeur de Lalala, port d'Ovendo. Échangeur Lalala, IAI, Carrefour Fopi, échangeur Awenje, échangeur des charbonnages, échangeur du lycée Paul Ndjenjengunju, rond-point de la démocratie, hôtel de ville, affaires étrangères. PK5, place de la Périot, Estifo, ancienne gare routière, collège Bessieux, géant Secado. De ce que, en prélude des manifestations marquant le 53e anniversaire de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale, ce 17 août 2013, dans un élan de patriotisme, ils sont tenus de bien vouloir procéder au ravalement des façades de leur patrimoine immobilier et au nettoyage de leurs concessions à l'extérieur afin de rendre notre capitale plus propre. À cette occasion, nous y reviendrons. Signature d'un partenariat entre l'Université des sciences et techniques de Massoukou, l'Institut national supérieur d'agronomie et de biotechnologie et d'autres universités d'Afrique de l'Ouest, de l'Est et du Centre. De quoi s'agit-il exactement? Des éléments de réponse dans ce sujet commenté par Chérel Annabelle Bongota. Financé par l'Union européenne dans le cadre du programme de mobilité universitaire intra-ACP, Afrique, Caraïbes-Pacifique, dans l'intervalle 2012-2017, le projet AGRIM est porteur à plus d'un titre. L'atelier de coordination Cabrit-Libreville vise son implantation au Gabon. Le projet AGRIM bénéficie d'un financement de l'Union européenne à hauteur d'1,262 840 000 francs CFA qui vont donc permettre la mobilité de nos des étudiants, des enseignants et des techniciens dans cet espace-là, en fait d'être formés donc, à toutes les techniques de marketing managérial. Il y a des compétences qui existent en Afrique, dans les universités. Ces compétences devraient être partagées entre ces différentes universités. D'où justement l'idée de pouvoir fédérer ces différentes universités pour qu'ils puissent partager ces compétences. L'objectif majeur, c'est de produire des diplômés de master et de doctorat. Les autorités gabonaises mesurent l'impact de ce projet dans le développement agricole et para-agricole à travers ses ressources humaines qualifiées et compétentes. Un atelier de coordination ouvert par le secrétaire général du ministre de l'Enseignement supérieur, Jean-Michel Essonne. Le projet collaboratif AGRIM s'inscrit parfaitement dans la vision de la gouvernance universitaire innovante
édité par le chef de l'État sur les plans de la forme et du fond. D'autant qu'il a le mérite d'être un facteur d'intégration régionale par les diversités géographiques, linguistiques et culturelles des partenaires, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Centre, l'Afrique de l'Est et les Caraïbes, de servir de modèle et technique managériale pour l'autofinancement des universités à travers le réseautage des universités des différentes régions d'Afrique et des Caraïbes, de favoriser la visibilité et le rayonnement des universités et grandes écoles africaines en général et de l'Institut national supérieur d'agronomie et de biotechnologie en particulier, qui a un rôle majeur à jouer dans la formation du capital humain et le développement de la recherche-développement dans les secteurs agricoles et agro-industriels en pleine expansion au Gabon. Les experts présents à Libreville, membres du réseau africain ANAF, ont 2 jours pour asseoir définitivement le projet au Gabon. L'Institut français de Libreville abrite tout au long de cette semaine l'école d'été sur les savoirs ethnobiologiques. C'est le directeur de cabinet représentant le ministre de l'Enseignement supérieur en Péché qui a ouvert ses travaux en présence de Bélin Bekita et Marlise Mengue de notre rédaction. De l'ethnobiologique, c'est là à la faveur de l'école d'été sur les savoirs ethnobiologiques qui regroupe enseignants et étudiants des pays de plusieurs continents de la planète. Représentant le ministre de tutelle Séraphin Mundunga empêché, Samuel Bandiga, directeur de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur, fixe le cadre des assises de Libreville ainsi que les espoirs que suscite cette rencontre de haut niveau. J'inscris donc cette école d'été dans le cadre plus général des stratégies de préservation de l'environnement. C'est dans cet élan que je voudrais renouveler mes remerciements aux éminents spécialistes venus de France, de Belgique, du Japon, de Grande-Bretagne, du Brésil, du Bénin, déjà initiés aux arcanes de la forêt gabonaise, aux côtés des Gabonais, de contribuer à faire du Gabon, l'autant que durera cette école d'été, la capitale mondiale de l'ethnobiologie, conformément à la volonté politique du chef d'État de faire du Gabon une destination de prestation de services intellectuels de haut niveau. Henriette Walker, dans son exposition portant sur l'étonnante histoire des noms des animaux en français, a créé la sensation entre ethnobiologie trompeuse et réelle. Si l'on cherche à mieux les connaître, on s'aperçoit très vite avec surprise que les animaux sont partout dans la langue française, souvent bien dissimulés en raison de l'évolution phonétique. On les trouve dans des domaines où on ne les attend pas du tout. Espertillion, chauve-souris dont le nom signifie qui vit la nuit. Vrai ou faux? Vrai. Fouine, mammifère dont le nom signifie adapté à la course. Faux. Rhinocéros, mammifère dont le nom signifie qui fréquente les forêts de hêtres. Eh non, c'était l'autre. L'école d'été 2013 comprend 2 phases. La première partie théorique à Libreville et la partie pratique à la Lopé dans la province de Logoué-Ivindo. Professeur Patrick Mugiama Daouda, président du comité d'organisation, fixe les enjeux. L'originalité de cette école d'été, unique en son genre, j'insiste, dans le monde, c'est donner une formation pratique à des étudiants qui sont venus de partout, de mettre ensemble toutes ces personnes-là qui ont ensemble le même intérêt pour l'ethnobiologie et de les former d'abord sur le plan théorique à Libreville et puis après nous irons sur le terrain à la Lopé pour mettre en pratique ces connaissances, pour apprendre aux étudiants à identifier les animaux dans leur milieu naturel. Les participants, enseignants, chercheurs et étudiants bénéficieront d'une expérience certaine et enrichissante dans un pays doté de 13 parcs nationaux représentant 11% du territoire national où vivent de nombreuses espèces de la faune et de la flore. Merci Bélin. Ce soir, dans le cadre du prix Sénarest, CEPIG, le Centre de recherche médicale de Lambaréné, présente dans la rubrique Sciences de la santé un vaccin contre le paludisme dénommé RTSS. Et pour ce reportage, nous retrouvons notre journaliste scientifique Marie-Josée Ndombi.
Le CERMEL, le Centre de recherche médicale de Lambaréné, conduit depuis quelques années le développement clinique du vaccin RTSS pour une élimination du paludisme qui constitue la principale cause de consultation, voire de décès. Un vaccin contre le paludisme est plus que nécessaire. Nous avons depuis 2006 mené plusieurs études. Actuellement, nous sommes en train de mener une très grande étude avec 6 autres pays du continent. Nous avons vacciné plus de 15 000 enfants depuis 2009 et nous sommes aujourd'hui arrivés à avoir des résultats encourageants, un certain nombre de certitudes qui nous permettent de dire que le vaccin est potentiellement efficace. Le CERMEL a utilisé la méthode ELISA qui permet de mettre en évidence la réponse immunitaire. Dans cette plaque que voici, il a été incubé des extraits de parasites, de Plasmodium falciparum, qui est responsable du palu. Et je vais ensuite rajouter un échantillon de patients qui a reçu le vaccin RTSS. Et après un certain temps d'incubation, on aura une réponse immunitaire qui pourra être évaluée ou détectée par la présence d'une couleur, qui est ici la couleur jaune. Et en comparaison avec un contrôle qui nous permet de voir la capacité du vaccin à induire une réaction immunitaire, donc à la capacité de l'organisme de patient à produire des anticorps. Et ici, sur cette plaque, nous pouvons voir les résultats. Nous avons, pour par exemple ce patient, pas de coloration, ce qui explique l'absence de présence d'anticorps. Probablement, le patient a reçu un placebo. Et dans le deuxième cas, nous avons la présence d'anticorps qui montre que le patient a réagi favorablement, fortement au vaccin. Au CERMEL, la réponse au vaccin est également mise en évidence par la caractérisation des cellules à l'aide d'un appareil spécialisé. Ici, après que le tube ait été mis sur l'appareil, les cellules passent à l'intérieur dans un système de fluide. Elles sont marquées spécialement et ça nous permet de distinguer les différents types de cellules qui permettent de se défendre contre l'infection. Ici, on peut voir, les lymphocytes se situent ici. En utilisant des marqueurs à la surface de ces cellules, on peut les caractériser de façon plus fine. Et ainsi, on peut voir par exemple ici qu'on a des cellules dites effectrices, c'est-à-dire des cellules activées qui nous montrent que l'enfant est en train de répondre au vaccin qui lui a été administré. Prévenir et traiter les différentes pathologies qui touchent nos populations, c'est l'objectif visé par le CERMEL qui met un accent particulier sur la recherche clinique et l'importance des essais cliniques. Les opérateurs et fournisseurs des services Internet ont renforcé leur capacité au cours d'un séminaire de formation initié par l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences en collaboration avec Afrinic. Cédric Mouélé-Malunga. Technique au profit surtout des opérateurs et fournisseurs de services Internet vise à promouvoir et bâtir les compétences et le savoir de ces derniers afin de pérenniser le futur de l'Internet. Tous les systèmes informatiques sont appelés toujours à évoluer et les évolutions se font toujours, ça vous le connaissez rien que lorsque vous utilisez votre traitement de texte, vous savez qu'à chaque fois il y a toujours des évolutions qui sont des versions qui arrivent, il en est de même des systèmes d'exploitation et ainsi de suite. Donc le protocole IP ne fait pas exception, c'est simplement une évolution, mais cette migration se fait d'une manière coordonnée et bien organisée. C'est pourquoi tout justement un des éléments de la réussite de cette migration sans qu'il y ait des perturbations, c'est donc la formation et de dérouler une bonne planification. Au cours de cet atelier, les participants vont apprendre et comprendre tous les aspects concernant l'élaboration et le déploiement des réseaux IPv4 pour ainsi être capables de régler efficacement les soucis de réseau Internet dans le pays. À partir du moment où ils commencent à s'interconnecter avec Internet, parce qu'Internet c'est tout justement ça, le réseau des réseaux, ça constitue un grand réseau. Et vous comprenez que pour que ce réseau soit performant, puisque tout le monde doit communiquer, il faut bien que tout le monde ait le même objectif, qui est celui
de la qualité de service. Donc l'enjeu de tout un chacun ici, c'est d'avoir une partie de son réseau qui marche bien. En initiant ce type de formation, l'ANINF contribue au développement de l'économie numérique, dont l'objectif principal est d'organiser la gestion et l'exploitation des ressources Internet partagées. Sur l'international, le Gabon lance son programme d'emprunt public 2013 dans l'espace CEMAC. La délégation gabonaise a donc séjourné à Douala et à Brazzaville toute la semaine dernière pour expliquer l'objet et les enjeux de ce programme. Nous allons revenir sur cette actualité avec Janice Ondongema au cours de nos prochaines éditions d'information. Et sur ce plateau, nous recevons Chérelle Annabelle Bongota pour la suite de la page étrangère. Bonsoir. Bonsoir Amélie. Alors au Togo, la campagne électorale pour les prochaines législatives s'est achevée aujourd'hui. Effectivement, il y a seulement quelques heures, Amélie, que la campagne électorale pour l'élection législative au Togo s'est achevée sur l'ensemble du territoire. Et c'est donc ce jeudi que l'élection, le vote, donc, va se dérouler. Et un peu plus de 3 millions d'électeurs sont invités donc à renouveler l'Assemblée nationale togolaise. Tout à fait. Alors au Brésil, Dilma Rousseff accueille le pape François à Rio avec un discours très politique. Pourquoi ? Un discours politique, Amélie Blanche, mais également un autre spirituel au palais de Guanabara pour cette cérémonie d'accueil du pape François. La présidente du Brésil, Dilma Rousseff, dans son allocution, s'est expliquée sur la grogne sociale qui agite le Brésil. Mais le pape François, lui, a choisi de quitter ce registre pour s'adopter un discours beaucoup plus pastoral, car Amélie Blanche, il est au Brésil pour une mission pastorale. D'accord. Il se déroule donc dans ce pays cette année les Journées mondiales de la jeunesse et le pape célèbre donc demain même une messe. Alors, nous allons terminer avec cette actualité qui a défrayé la chronique, la naissance du bébé royal de Kate et de William. Après plusieurs semaines d'attente, Amélie Blanche, le bébé royal est venu au monde. C'est un garçon de plus de 3 kg. C'est donc là le numéro 3 dans l'ordre de succession au trône, derrière son grand-père Charles et son père William. Et il porte ainsi le titre de prince de Cambridge. Et voilà. Merci pour toutes ces précisions, Annabelle. C'est moi. Et demain, dans le cadre donc de ce journal, vous poursuivrez cette belle aventure avec Tassiana Minko. Merci et à bientôt. Il y a 3 semaines, le parquet du tribunal de Libreville ouvrait le dossier sur les crimes économiques en annonçant l'arrestation de 2 des 9 chefs d'entreprise ayant reçu les marchés des fêtes tournantes. Des précisions avec Edgar Djembidoukaga. Si le ministère public peut se vanter de s'être saisi du délicat dossier des crimes économiques, une dizaine d'affaires au total, pour l'essentiel liées au fonds des fêtes tournantes, certaines d'entre elles suscitent de sérieuses interrogations au stade actuel de l'enquête. Le cas du marché 108, attribué à Fribat par la Commission nationale du 17 août 2003 pour la construction en Ndendé de 4 villas, d'un plateau sportif et d'un bloc opératoire pour 361 545 860 francs CFA. 180 772 930 francs CFA avaient été payés au titre d'avance de démarrage des travaux. Après leur lancement, les travaux avaient été bloqués près d'un an durant par les autorités municipales de l'époque qui exigeaient que le budget affecté aux 4 villas serve à la construction d'un stade de football. Un détournement de chapitre rejeté par l'entreprise qui avait informé les autorités compétentes de son incapacité à construire un stade de foot. Dans sa réponse ici, le ministre de tutelle soulignait l'honnêteté de l'entreprise et engageait ses services à faire payer les prestations déjà réalisées et les approvisionnements sur site, conformément au décret 1479/PR instituant le cahier des clauses administratives générales. Finalement, l'État et Afribat s'étaient accordés sur 105 779 830 francs CFA, déduits des 180 millions d'avance de démarrage des travaux. Ce sont donc les 74 993 100 francs CFA restants qui ont servi à la réhabilitation totale de ce bâtiment de plus de 30 mètres sur 9,
comportant les salles de soins, d'hospitalisation, des bureaux et surtout ce bloc opératoire. Le médecin-chef de l'hôpital d'alors, ainsi que les personnels en service depuis avant 2008, confirment que ces travaux avaient été bien réalisés sur l'ensemble du bâtiment, dont la différence avec les autres saute aux yeux, et comme l'atteste aussi ce procès-verbal de réception du chantier co-signé pour le compte de l'État. Autre chose, il reste à la Cour des comptes de trouver la destination de l'autre moitié du financement, 180 772 930 francs CFA, auquel avait officiellement renoncé l'entreprise. L'affaire Afribat contre le ministère public suscite donc des points d'interrogation au regard de la procédure de l'enquête qui a conduit en prison la directrice générale de cette entreprise. Le complément d'enquête est signé Edgar Djembidoukaga. Au stade actuel de l'instruction, la directrice générale d'Afribat est incarcérée depuis bientôt un mois, poursuivie pour abus de biens sociaux après avoir passé une dizaine de jours en garde à vue dans les services de la police judiciaire. Au palais de justice de Libreville, le parquet et le cabinet d'instruction évoquent des éléments clés, accablants, dont un procès-verbal d'enquête établi dans les locaux de la police judiciaire de Mouila, mais que la prévenue dit n'avoir jamais signé. Sa défense prévient que si il a été versé au dossier un procès-verbal signé de sa main, cela pourrait poser problème. C'est au stade actuel de l'enquête aussi que d'autres interrogations interviennent. Pourquoi le chef du chantier incriminé n'avait pas fait partie de la mission d'enquête sur site pour évaluer le chantier? Pourquoi les autorités destinataires d'une dizaine de lettres de relance de l'entreprise sollicitant le déblocage de la situation en Ndendé et aussi co-signataires du procès-verbal de réception n'ont pas été entendus? Pourquoi le patron de l'hôpital, lors de l'exécution des travaux, n'a pas été consulté? Pourquoi le document du marché contenant les photos du bâtiment avant et après les travaux a disparu entre la police judiciaire, le parquet et l'instruction? Malgré ces interrogations, dont les réponses pourraient déterminer l'enquête, le parquet et le cabinet d'instruction ont rejeté 2 demandes de mise en liberté provisoire et une demande de mise en liberté sous caution. La défense d'Afribat, qui pourrait faire appel, s'interroge aussi sur le chef d'accusation, abus de biens sociaux, dans le cadre d'un marché qui lie l'État à un opérateur économique, surtout au regard de sa définition académique. Voilà, actualité oblige, je vous l'ai dit tantôt, le Gabon lance son programme d'emprunt public 2013 dans l'espace CEMAC. La délégation a donc séjourné à Brazzaville et Douala toute la semaine dernière pour expliquer l'objet et les enjeux de ce programme. Nous retrouvons Janice Ondongema. Prendre son bâton de pèlerin pour amener les populations à une adhésion complète au processus d'enrôlement biométrique. C'était l'objectif poursuivi lors de la rencontre avec les citoyens au petit marché de Kingele et à Ozangue, au Carrefour Kanté. Nous avons combattu. Conseiller financier du ministre de l'économie, de l'emploi et du développement durable, a expliqué aux investisseurs institutionnels de la CEMAC l'usage que le Gabon veut faire des fonds levés sur le marché de la CEMAC. Les ressources que l'État gabonais entend lever sur notre marché visent essentiellement à assurer le financement de ces investissements structurants contenus dans le schéma directeur national des infrastructures, axe majeur du plan stratégique Gabon émergent. En particulier dans les domaines des infrastructures routières, de la modernisation de nos aéroports, du développement de notre capacité de production énergétique, des infrastructures de télécommunications et bien d'autres encore de secteurs de soutien à la production. Les obligations souveraines, a aussi précisé le conseiller financier, sont des instruments à travers lesquels l'État fait un appel public à l'épargne pour assurer le financement de ces investissements en complément de ses ressources propres.
En présentant le programme des titres publics à souscription libre, le directeur général de l'ADER, Thierry Minko, s'est appesanti sur les atouts du Gabon, Janice Ondogema. Les émissions obligataires de l'État gabonais pour l'année 2013 constituent un défi majeur parce qu'il s'agit de trouver des fonds pour financer les travaux contenus dans le schéma directeur national des infrastructures. Pour mettre en œuvre ce programme, il nous faut des financements. Une partie importante, non négligeable des financements provient du budget de l'État. Mais une autre partie est à rechercher. Nous avons pu avoir déjà au titre de l'année 2013 les 268 milliards dont nous avons parlé. Il nous reste 240 milliards à retrouver. Différentes banques de la sous-région sont acteurs et interviennent sur ce marché pour financer les différentes économies. Et dans ce cadre, dont je parle du marché des titres à souscription libre, la CEMAC, le Gabon, à l'instar d'autres pays, est allé sur ce marché. Sur ce marché, il n'y a pas de frontières. Les banques vont sur ce marché acheter des titres qui permettent de financer le développement économique des différents pays. Donc nous, le Gabon, par rapport aux 240 milliards, nous faisons le tour des différents pays dans lesquels se trouvent des banques qui interviennent sur ce marché. C'est à ce titre que nous étions à Douala et qu'aujourd'hui, nous sommes à Brazzaville. Le Gabon a une croissance robuste et d'autres agrégats soutiennent cette performance. Sur la période 2008 à 2012, le taux de croissance a été en moyenne de 4,5%. Pour les années à venir, il va se situer autour de 6-7%. C'est dire que l'économie gabonaise produit énormément de richesses. Du point de vue des finances publiques, le Gabon connaît des excédents. Depuis plusieurs années. Et les recettes sont à un niveau appréciable, élevé. En moyenne, sur les 4 dernières années, nous nous situons autour de 2139 environ milliards de francs CFA. Et pour les années à venir, en rapport avec le taux de croissance qui va s'améliorer, naturellement, ces recettes vont aller en s'accroissant. Du point de vue du secteur bancaire, les banques qui sont situées au Gabon sont des banques qui sont robustes. Et d'ailleurs, ces dernières années, le nombre de banques qui sont installées au Gabon a significativement augmenté. C'est dire combien le secteur bancaire gabonais se porte très bien. Le système bancaire et financier de la CEMAC est structurellement sur les quais. Il dispose donc de la capacité d'absorber les volumes de placement qui sont actuellement proposés par le Gabon. Les banques devraient à cet égard être plus ambitieuses pour acquérir les instruments tels que les emprunts obligataires qui ont un très faible taux de risque. Reste de l'actualité, les camarades membres du comité permanent du bureau politique du PDG pour la province de Loguelolo invitent les camarades membres du bureau politique, les élus nationaux du parti, les membres du conseil national à une réunion qui se tiendra ce mercredi 24 juillet à partir de 17h précise au siège du parti 6 à lui. L'ordre du jour sera communiqué, séance tenante. La présence de tous est vivement souhaité. Et puis, afin d'amener les citoyens à participer massivement à l'enrôlement biométrique, le Parti social-démocrate poursuit sa tournée dans les quartiers de Libreville. Pierre Claver, Maganga, Moussavou était ce week-end à Kingele et aux Zongué, le compte rendu d'Éric Ndiengi Badinga. Prendre son bâton de pèlerin pour amener les populations à une adhésion complète au processus d'enrôlement biométrique. C'était l'objectif poursuivi lors de la rencontre avec les citoyens au petit marché de Kingele et à Ozangue, au Carrefour Kanté. Nous avons combattu pour la mise en place de la biométrie. La biométrie voudrait donner à chacun de nous la force à son bulletin de vote. C'est pour cela qu'il nous est recommandé de d'abord faire établir nos cartes nationales d'identité. Parce que le moment venu, pour l'enrôlement, nous aurons besoin de ces cartes nationales d'identité, entre autres, parce qu'avec l'acte de naissance ou le passeport biométrique, nous pourrons le faire. Le président du PSD a présenté le bordereau d'enrôlement qu'il a proposé à ce père en vue de la transparence électorale. Je vous présente le bordereau d'enrôlement. Voilà comment sera le bordereau d'enrôlement que j'ai conçu. C'est-à-dire que quand on va aux élections, quand on va à l'enrôlement, l'opposition et la majorité
doivent veiller à ce que celui qui va se faire enrôler ait son nom ici, sur le bordereau d'enrôlement, avec le nom et prénom, la profession, le domicile, l'heure et la date d'enrôlement, le lieu d'enrôlement, le centre de vote, le code et l'émargement. Mais qu'on va remettre parce que c'est une maquette. Et à la fin des 20 noms, il y a la signature de la majorité, les deux qui représentent la majorité à la commission d'enrôlement, et la signature des deux de l'opposition qui représentent l'opposition à la commission d'enrôlement. Et une fois la page terminée, voyez le spécimen, il y a 4. J'ai prévu 4 feuillets. Cette page blanche, on ne peut pas l'enlever, c'est la souche. Mais les 4 pages jaunes, on peut les enlever. C'est-à-dire que on enlève la page remplie et on donne, il y a 4, 2 à la majorité et 2 à l'opposition. Pour le PSD, la politique au sens le plus noble du mot doit susciter une démocratie locale, tournée vers l'intérêt général. Cette démocratie de proximité aura toute sa signification lorsque les collectivités auront la maîtrise des ressources financières qui leur seront nécessaires pour atteindre leurs objectifs. À l'invitation des responsables et militants du RPG dans le Commun Monda, le père Paul Mbabesol, le leader de cette formation politique, est allé évoquer les grandes questions de l'heure. Yves Oyono, Joseph Piyouké. Le Rassemblement pour le Gabon continue à ratisser large dans la province de l'Estuaire. Pour Paul Mbabesol, l'urgence, c'est la récupération des fiefs et bastions traditionnels. D'où ce rendez-vous de Ngweng, Ngwanji. Inspirés par la grande rencontre de Kango, les militants RPG du Commun Monda ont invité leur leader pour un échange franc sur la perspective d'un nouveau départ. Après la prise de service d'une nouvelle équipe qui anime la vie du RPG dans cette localité, il était important pour Mba de venir fixer ses troupes sur les enjeux du moment. Un parti politique, 1, 2, 3, 4, je suis maintenant au 4e parti politique. Mais sachez que vous êtes devant une femme qui a divorcé 4 fois. Immaîtrisable. Mais cet homme qui depuis 1990 a changé de parti politique 2, 3, 4, 5 fois, qu'est-ce que vous voulez tirer de lui? Avec lui, Jean-Nestor Ngamamaban, le secrétaire national, et Maître Raymond Placide Dourmeyo ont expliqué aux populations les raisons de l'enrôlement. La sensibilisation sur la philosophie du RPG était à l'ordre du jour. Revenons sur l'interprétation faite par certains après le meeting de Kango. Nous sommes dans un pays où la vérité doit émerger. Il faut appeler la presse, faire une table ronde et dire voilà les problèmes de la ville de Kango et que l'on puisse en discuter si c'est utile. Si ce n'est pas la presse, qu'on se retrouve au moins tous à Kango pour en discuter et trouver des solutions, tout simplement. Pour moi, ce n'est pas une occasion de guerre. Il y a autre chose à faire. Communion parfaite. Ici, tout a été dit. La fête fut belle. Mbabesol a mis fin à la prolifération de tous les ragots entretenus. Et puis, au lendemain des incidents survenus au cours de la finale de la Coupe du Gabon Interclub, le président du conseil de surveillance de l'USB, René Ndemezo-Obian, a conféré avec les supporters de ce club, Charles Ogoula et Jean-Pierre Moussouami d'Itimboué. Nous ne pouvons pas accepter que parce que nous perdons le match, nous adoptions des comportements qui ternissent l'image du club. Une mise au point s'impose au regard des événements dramatiques survenus durant la finale de la Coupe du Gabon Interclub. Le président du conseil de surveillance, l'honorable René Ndemezo-Obiang, un bon père, a tapé du poing sur la table pour condamner fermement le comportement antisportif qui déshonore le football gabonais. J'ai tenu à dire la totale désapprobation qui est la mienne, qui est celle de toute la direction du club face à ces comportements. J'ai tenu à féliciter le CF Mounana pour sa victoire, parce que je trouve qu'elle a mieux joué le match, d'autant plus que nos jeunes étaient assez fatigués, puisque c'était leur 4e match en l'espace de 10 jours.
Mais sur le vu général du match, je crois que la victoire du CF Mounana ne souffre pas de contestation. J'ai même répondu à une question d'un supporter qui estimait que le deuxième but du FC Mounana était entaché d'irrégularité. J'ai dit qu'à mon avis, je trouve que c'était un but parfaitement régulier. Et j'ai tenu à dire que, quelles que soient les appréciations que l'on puisse faire sur l'arbitrage, cela ne peut à aucun moment justifier des actes de vandalisme, arracher des sièges, casser les véhicules. Et je présente toute ma sollicitude à M. Hervé Opianga qui a vu 2 de ses bus endommagés. Je souligne au passage que le bus de l'Union sportive de Bitam a été également endommagé, ce qui montre que c'était réellement des actes de vandalisme qui n'avaient aucun rapport avec le football. Les supporters de l'Union sportive de Bitam ont également été remerciés pour leur fidélité dans les stades durant la saison. J'ai tenu à exprimer au nom du club toutes nos félicitations et nos encouragements à l'ensemble de nos supporters qui, tout au long de la saison, sont restés massivement derrière l'USB. Aussi bien à l'occasion des matchs du championnat professionnel que lors de la campagne africaine de l'USB. Et un grand club, c'est bien sûr des bons joueurs, c'est une bonne organisation de l'encadrement technique et des dirigeants, mais c'est aussi un public nombreux. Il ne pourrait y avoir de football valable sans public. C'est donc une page à tourner définitivement, que les enseignements soient tirés de part et d'autre et que le football gabonais soit toujours décoré d'images de fair play. Nous refermons ce journal avec le 15e anniversaire du salon de coiffure Fille Mère Sourde d'Nkembo, un événement marqué par une mobilisation des membres autour de ce handicap. Yannick Munga, à Médine-Dougou. Nous sommes à la Pairie, où se célèbre le 15e anniversaire d'un salon de coiffure assez particulier. Ce salon est le salon de coiffure des filles mères sourdes de Nkembo, avec pour réputation de produire un service de manicure, pédicure et coiffure de qualité. Ces femmes, malgré leur handicap, n'ont pas choisi de baisser les bras. Bien au contraire, elles utilisent ces bras pour nourrir leur famille, améliorer le bien-être de leurs prochains et ainsi contribuer à la dynamique économique. Je suis heureuse de constater que cela fait maintenant 15 ans que le salon existe. Nous étions motivés par une volonté inébranlable d'être des femmes sur qui le Gabon peut compter pour son progrès social et son développement économique. La philosophie d'une entreprise est de réussir autour d'une même passion. Chères sœurs, continuez à bien satisfaire notre clientèle, fidélisez-la, car tant que vous resterez en vous cette envie de travailler ensemble qui vous motive depuis 15 ans, nous profiterons tous pour avancer vers un avenir meilleur. Cette PME, fondée en 1997 par 4 entrepreneurs que sont Ditengu Zomba Agnès, Zengema Zé Suzanne, Diane Michel Magondi, Angondon Rosette, est passée de 4 à une quinzaine d'employés et a également formé près d'une centaine de personnes. Débutée avec un budget de 50 000 francs CFA, cette PME a pu prospérer grâce à l'aide de bienfaiteurs et le sens des affaires des fondatrices. Cet anniversaire avait pour thème l'intégration sociale et professionnelle des femmes sourdes muettes au Gabon. Ces 4 femmes et leurs 15 ans d'expertise en sont le magnifique exemple. Symbole de bravoure face à l'adversité créée par un handicap physique, elles sont la preuve de la force de la femme gabonaise. Et pour cela, cette structure mérite bel et bien un bon anniversaire. Merci Yannick pour ce bel hommage à ces femmes courageuses. Dans nos programmes ce soir, l'émission HDV, Heure des Vérités, Jean-Éric Nzengi Mangala et Moussa Nzengi s'entretiennent avec le pasteur Sarah Kalama Ota de l'église Christ Sauveur des Nations. Un rendez-vous à ne pas manquer sous aucun prétexte. Merci pour votre attention. Bonne soirée chez vous.